Les journées au centre d'interception sont destinées aux personnes présentant un risque élevé de développer un cancer. Au cours de la journée, les patients suivent un ensemble d'examens, de consultations et d'ateliers dans le but de limiter ce risque ou, si le cancer survient, de favoriser une prise en charge précoce. Pour orienter les patients vers ce parcours, les professionnels de santé peuvent recourir à un score, le score-risque, développé afin d'identifier ceux présentant un risque élevé de cancer. Il est aussi possible de réaliser soi-même le questionnaire score-risque disponible en ligne. Dans le cadre de son engagement pour la prévention et la coordination des soins entre la ville et l'hôpital, la CPTS Octave est allée à la rencontre de l'équipe d'interception et du docteur Suzette Delaloge, directrice du programme et oncologue et chercheuse à l'Institut Gustave-Roussy, pour présenter le programme Interception. Interception, un programme de prévention personnalisée des cancers, aujourd'hui déployé dans 6 autres centres de lutte contre le cancer en France et qui pourrait véritablement changer la donne pour nos patients, ici, sur notre territoire. Bonjour docteur Suzette Delaloge, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le programme Interception ? Bonjour, Interception, c'est une nouvelle façon de faire de la prévention qui est complémentaire de ce qu'on appelle la prévention primordiale des cancers. C'est quoi la prévention primordiale des cancers ? C'est tout ce qu'on fait actuellement dès le plus jeune âge pour essayer d'éviter la maladie. Et donc il s'agit d'essayer de faire en sorte que nos concitoyens ne soient pas exposés à un certain nombre de toxiques, de virus, etc. Et donc faire en sorte que la population fume le moins possible, ne boive pas d'alcool, fasse de l'exercice physique, soit le moins exposé possible au virus, etc., vaccins, actions de santé publique. Et donc cette prévention-là, elle est absolument fondamentale, majeure, mais malgré cette prévention, il y a un certain nombre de gens qui, hélas, développent des cancers. Et surtout, quand on arrive à 40-50 ans, ben, on a un background génétique et puis on a été exposé à un certain nombre de choses qui font que on a un risque de développer un cancer sur lequel on ne peut plus revenir. Donc le principe d'interception, c'est de dire aujourd'hui, il y a à peu près 40 à 50% des gens qui développent un cancer chez qui on aurait pu agir 5 ans avant ou 10 ans en trouvant une situation, en identifiant une situation de haut risque de cancer. Et on aurait pu faire plus de dépistage, des moyens pour réduire les risques, etc. Donc interception, c'est ça, c'est essayer par les professionnels de santé en ville, en particulier, d'identifier les personnes qui sont plus à risque, les sensibiliser, les éduquer, mettre en place avec elles un programme pour diminuer les risques, faire du dépistage précoce adapté à leur situation de risque et à terme diminuer le risque de cancer et de cancer grave. Voilà comment ça marche. Alors, une petite question sur la prévention personnalisée, vous en avez parlé un petit peu, mais en quoi cette prévention a-t-elle plus d'impact qu'une prévention généralisée, qui n'est pas pour autant inutile, mais pourquoi personnalisée, ça va avoir plus d'impact ? En fait, sur la population générale, ce qui a le plus d'impact, c'est une prévention primordiale pour tout le monde, essayer de faire en sorte que la santé de chacun soit meilleure, bien évidemment. Le problème, c'est qu'on est en panne, c'est-à-dire cette stratégie-là, elle suffit pas à endiguer l'augmentation majeure d'incidence de plein de cancers, le cancer du sein, le cancer du pancréas, etc. La mortalité par cancer qui est extrêmement élevée. Et on a une attitude souvent qui est extrêmement thérapeutique en oncologie aujourd'hui. Et donc on a un vrai besoin médical et sociétal d'enrayer cette énorme épidémie et cette problématique. Donc l'idée d'apporter cette prévention personnalisée en plus, c'est qu'elle va concerner à peu près 5% des personnes, c'est pas tout le monde, ça va être variable dans le temps, mais ça peut avoir un impact assez conséquent parce que c'est 5% des personnes de la population générale, mais ça peut représenter 40% des personnes qui vont développer un cancer. Si on généralise le modèle, c'est qu'on pourrait avoir réellement un impact si on diminue d'un tiers les cancers avancés, comme beaucoup de dépistages, on a un impact potentiel vraiment important. Et donc à la fois en termes d'incidence de cancer, mais aussi de gravité des cancers au diagnostic, de lourdeur des traitements et de coût pour la santé. En fait, on a des calculs, des modélisations. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, le coût en France, les dépenses de santé pour traiter les femmes qui ont un cancer du sein, en 2024, c'était 4,6 milliards d'euros. 4,6 milliards pour 61 000 femmes qui ont un cancer du sein. Un investissement en prévention personnalisée, ça permettrait de diminuer de façon assez importante ce type de coût. Pas de moitié, évidemment, hein,
vu l'explosion des coûts des médicaments, Oui. etc. Donc, finalement, un impact majeur, cette prévention Un personnalisée. impact majeur pour les personnes elles-mêmes, pour leur bien-être, parce que l'impact pour la santé n'est pas que pour la prévention du cancer, ça va très au-delà. Parce qu'éviter le cancer, c'est un truc majeur. Éviter la lourdeur de certains traitements, n'en parlons pas. Éviter de mourir. Et pour la société, c'est super important aussi. Très bien. Donc, c'est une des solutions. On espère qu'il peut aider à endiguer cette épidémie. C'est pas évidemment la seule solution. Il faut continuer à travailler sur la prévention primordiale, identifier les facteurs qui font que l'incidence des cancers augmente, identifier ce qui dans notre environnement est toxique, polluant, etc. Une des solutions, mais pas la seule. Et justement, on parle d'interception souvent comme un tiers-lieu. Cette rencontre entre la ville et l'hôpital, comment est-ce qu'elle se caractérise voilà. C'est un tiers-lieu pour plein de choses. Et tiers-lieu, c'est finalement assez vaste. Effectivement, c'est la ville et l'hôpital. Et l'idée, là, c'était d'apporter une expertise de l'hôpital dans un endroit qui complémente l'expertise de la ville de façon très, très ponctuelle. Et d'ailleurs, par ailleurs, c'est aussi un tiers-lieu numérique. C'est-à-dire que c'est vraiment un programme de e-santé assez innovant, parce qu'on fait pratiquement tout en digital. Il y a une appli qui suit les patients de A à Z, etc. Mais la partie ville-hôpital, elle est assez intéressante. Mais pour moi, à long terme, c'est pas forcément quelque chose qui devrait rester à l'hôpital. Oui. C'est-à-dire qu'actuellement, là, dans une journée, on met des compétences assez complexes, et finalement, l'oncologie, c'est de plus en plus complexe, et la prévention en onco, ça va forcément être assez complexe dans le futur. Il faut vraiment savoir connaître bien la génétique, quels sont les facteurs qui peuvent créer le cancer chez telle personne, comment on va les contrer. Et donc là, on a on a de l'expertise à la fois de biologie, de génétique, mais aussi tous les métiers, nutrition, coaching d'activité physique, divers de l'imagerie. Il y a de la modélisation, etc. Il y a des professionnels de la communication, entre guillemets, de la motivation des personnes. Il y a des gens qui sont spécialisés sur tel et tel cancer, etc. Donc là, c'est vraiment une expertise qu'on trouve facilement à l'hôpital, à Gustave Roussy par exemple, parce que nous, on a appris un peu les experts. Mais on pourrait imaginer que dans une maison de santé de grande taille, dans le futur, ça soit tout à fait faisable. Ça soit envisageable. Donc moi je suis Caron Hélène, je suis l'infirmière de coordination depuis le départ au programme Interception, donc le programme de prévention personnalisée que l'Institut a mis en place. Et mon rôle est vraiment de coordonner toute cette journée. Donc en amont, je coordonne déjà tout le planning des professionnels qui vont intervenir sur les journées, parce qu'on a des différentes journées à thème. Selon le risque du cancer, ça sera pas les mêmes journées, c'est pas les mêmes intervenants. Donc je m'occupe déjà de toute la coordination de tous nos professionnels qui vont intervenir, mais aussi de voir la sélection avec valider des sélections de participants avec les médecins pour pouvoir voir s'ils sont intégrables dans le programme ou pas. Et après, je fais aussi la jonction avec les patients pour les motiver à venir sur ces journées-là aussi. On est un petit peu dans tous les points de chute et les points de vue de la journée, parce qu'on est un petit peu au milieu de tout. Donc, il faut penser à beaucoup de choses, à motiver les participants, à promouvoir notre programme et dire ce qu'il en est. Et après, on a aussi le rôle dans la journée où on est au centre du participant. On est avec eux toute la journée, on les coordonne selon les différents ateliers, on est présent avec eux aussi s'ils ont des questions, on les oriente, on essaye de détendre les personnes aussi, on est au centre de la journée. C'est nous aussi qui donnons les topos et les temps pour ne pas dépasser non plus les temps par rapport aux ateliers et tout ça. Donc on est la partie centrale sur la journée. On finalise toujours les journées avec le participant pour voir la compréhension des gens. S'ils ont bien tout compris, s'ils ont compris ce qu'on leur a donné comme directive. On fait de l'éducation thérapeutique aussi, on rajoute encore des éléments, autant sur la nutrition, autant sur le tabac. Donc, toute question ouverte des participants, on essaye de répondre à leurs attentes et à leurs réponses. Et on essaye de les orienter aussi au mieux quand ils ont des demandes particulières. D'accord. Et après la journée, il y aura, dans l'avenir, il va y avoir des consultations de suivi pour voir aussi ce qu'il en est.
mais on fait aussi des suivis par questionnaire et des choses comme ça, et on est toujours aussi amené à avoir des gens qui nous rappellent et qu'il faut qu'on puisse aussi répondre et les orienter si besoin. Donc on a vraiment une place centrale auprès de toute cette journée et tout, et on est au courant un peu de tout ce qu'il en est par rapport à ces journées interception. D'accord, vraiment donc une coordination entre le recrutement du patient dans le programme interception, plus le suivi après cette première journée One Stop. Le suivi qui va être bientôt inclus complètement et tout, mais on est en amont dans vraiment la journée. Là, on est tout le temps avec eux et on est au sein de cette journée. Et après, il nous arrive de devoir les orienter, de répondre à leurs questions. Beaucoup de gens reviennent aussi vers nous parce qu'ils ont d'autres questions et des choses comme ça. Donc, on est aussi là-dedans. Et on travaille aussi avec tous les professionnels de santé de notre équipe pour avancer et essayer de faire au mieux aussi. Et on a un côté où on évalue aussi la qualité de notre journée aussi au sein des participants, où on a récolté toutes les verbatims de nos participants aussi, et c'est moi qui m'en suis aussi occupée. Vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis le docteur Lucie Véron, je suis gynécologue et médecin coordonnateur du programme Interception depuis ses débuts. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer comment vous adressez le patient vers le programme? Est-ce que le patient peut se présenter par lui-même à Interception dans ses locaux? Alors, non pas directement dans les locaux, mais donc le programme est adapté aux personnes à risque augmenté de cancer, et il y a plusieurs moyens de savoir si les personnes le sont. Soit c'est leur médecin qui les adresse parce qu'ils ont identifié une situation à haut risque de cancer, ou alors si les personnes pensent qu'elles le sont potentiellement, alors elles peuvent nous contacter au niveau du secrétariat par mail ou par téléphone, et elles peuvent aussi avoir une téléconsultation en ligne via la plateforme Doctolib. En fait, lors de cette téléconsultation, ce sont des médecins d'interception qui leur posent des questions assez ciblées pour savoir si oui ou non le programme Interception est adapté à leur situation et à leur demande, si les personnes sont effectivement à risque augmenté de cancer. Et comment les professionnels de santé en ville peuvent du coup orienter, comment ils peuvent identifier ces patients à haut risque de cancer? Alors, ils peuvent utiliser notre logiciel gratuit en ligne qui s'appelle ScoRisque, qui pose des questions ciblées en lien avec le risque de cancer et interception. Mais ils peuvent aussi également directement les adresser au secrétariat d'interception sans forcément passer par ScoRisque. Vous savez que aussi on tourne cette vidéo dans le cadre d'Octobre Rose qui arrive cette année, et on travaille sur Orly, Choisy, Thiais, Ablon et Venève-le-Roi, qui sont les 5 communes de notre CPTS. Si vous aviez un message à faire passer, et spécifiquement pour les Thiésiennes et Thiésiens, puisqu'on sera présent à début octobre sur une marche solidaire dont les fonds seront récoltés pour l'Institut Gustave Roussy, quel serait ce message que vous souhaiteriez leur passer? Mon premier message, c'est bravo de marcher. Il faut marcher quand c'est Octobre Rose, mais c'est bien de marcher tous les jours, ça fait du bien. Et ça diminue les risques de beaucoup de maladies. Donc ça, c'est vraiment la base. Et en fait, dans nos banlieues qui sont pas toujours super sympas pour marcher, on voit qu'on peut trouver des occasions pour marcher ensemble. J'aime bien toutes ces marches parce que c'est un côté solidaire et finalement on retrouve des réflexes évidemment de base. Et ensuite, ça veut dire que si on marche pour Octobre Rose, c'est quand même, on est sensibilisé à sa santé à soi, à celle des autres. On a envie de se préoccuper des autres. Je pense que c'est vraiment la base de l'humanité, de la place de la société dans la santé. Donc on fait, nous, de la prévention personnalisée, mais c'est pas l'individu, c'est personnalisé dans le sens de la santé. Mais je pense que tout ça, c'est vraiment quelque chose qui doit avoir sa place dans une société en général. Et évidemment, donc ça fait pas un message, ça fait 3. C'est exercice physique, santé, solidarité, amitié, très important. Et évidemment, se faire dépister pour le cancer du sein, ça reste incontournable pour les femmes de 50 à 74 ans. Entre 40 et 50, il faut vraiment se poser la question. Ça va être plus dépendant de vos facteurs de risque. Mais pour l'instant, c'est le meilleur truc qu'on a pour sauver des vies, ça c'est sûr. Et si les personnes se sentent plus à risque, il y a une histoire familiale, nous on fait des téléconsultations pour soit les rassurer, soit les accompagner pour un dépistage plus personnalisé. Donc un message d'espoir et de prévention. Un message de santé. De santé, non mais très très bien. Normal. Merci.
En quoi Interception est un programme novateur en France et même dans le monde? En fait, essayer d'intercepter les cancers, c'est quelque chose qu'on a appris à faire sur les situations de haut risque génétique. En fait, quand on a une prédisposition héréditaire au cancer du sein ou du côlon en particulier, sont les plus classiques, on a un risque de cancer qui est extrêmement élevé par rapport à la population générale, qui peut être 15 fois plus. Et donc, par exemple, pour le cancer du sein, on va avoir 80% de risque de faire un cancer du sein au cours de sa vie. Et depuis une vingtaine d'années, on a développé des moyens de dépister tôt et de prévenir ces cancers en contexte génétique. Et on a démontré qu'on était capable de faire cette interception avec du dépistage, avec de la prévention. Et donc, l'idée est venue beaucoup de la génétique. Et donc ça, c'est pas original. Proposer ce type de programme pour les situations génétiques, ça existe dans plusieurs endroits dans la planète, mais souvent, c'est pas assorti de mesures pour utiliser les leviers de prévention qui sont de la vie quotidienne. Le poids, l'alimentation, l'activité physique, les changements d'hormones, etc. On va plus être sur des préventions chirurgicales, par exemple. Et donc, l'originalité d'Interception, c'est d'amener ce concept bien au-delà, c'est-à-dire dans plein de situations de haut risque qui sont des risques beaucoup plus fréquents. Donc, des situations de risque de cancer du sein chez des femmes à cause de l'histoire familiale, il n'y a pas d'anomalie génétique. Au risque du cancer du pancréas, du poumon, du foie, etc. Et donc l'originalité, parce que c'est unique au monde, c'est d'avoir des parcours de prévention des personnes où on va les suivre sur le long terme, on va les aider à diminuer leur risque sur le long terme et qui s'adressent à des personnes avec des risques très différents. Et chaque parcours, chaque proposition est très personnalisée. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, sauf en France, dans 7 centres maintenant. Est-ce qu'avec la CPTS Octave, on participe à faire connaître Interception sur notre territoire, comme le font aussi d'autres CPTS comme celle des Hauts-de-Vièvre et la CPTS de la Bièvre? Et est-ce qu'on a déjà un peu de recul sur l'efficacité du programme Interception? D'abord, merci à Octave, parce qu'en fait, Octave est associé au programme depuis pratiquement le début. Et c'est hyper important qu'on puisse construire ça ensemble, avancer ensemble. Et il y a eu vraiment énormément de choses faites ensemble. Et pour l'instant, on a bientôt 3000 personnes qui ont participé au parcours. Et donc, on a des données qu'on collecte au fur et à mesure. On n'a pas encore des données, c'est trop tôt sur l'incidence de cancer grave, qui est notre objectif principal. On veut faire diminuer cette incidence. Par contre, on a d'assez bonnes données sur d'abord, les personnes qu'on voit sont effectivement des personnes à risque. Il y a une bonne identification qui est faite avec la médecine de ville, etc. Deuxièmement, les gens qui viennent sont extrêmement contents d'être venus, bon, ce qui est plutôt bien quand même, mais ça suffit en aucun cas à changer la face du monde. Mais troisièmement, les personnes chez qui on a décidé avec elles, selon leur situation, de proposer un dépistage sont très, ce qu'on appelle, adhérentes à ce dépistage. C'est-à-dire, elles suivent le programme de dépistage bien mieux que d'habitude. On est entre 85 et 100% d'adhésion au programme, ce qui est super. Ensuite, il y a pas mal de choses qui sont faites pour inciter et aider les personnes à augmenter leur activité physique. Il y a beaucoup de personnes qui ont une très faible activité physique et on en a plus de 60% qui, au bout d'un an, ont vraiment adhéré à ça aussi. C'est super important. Et puis, même chose sur les changements nutritionnels. Donc ça marche pas mal. On peut utiliser l'alimentation pour améliorer sa santé et diminuer son risque. Ce qui marche moins bien, c'est le tabac. Les personnes qui viennent sont des très grands tabagiques de plus de 50 ans, en moyenne 65 ans, avec une longue histoire de tabagisme. Arrêter le tabac, même avec notre aide, c'est très difficile. Et donc, on propose du dépistage, du sevrage tabagique. Les personnes choisissent ou pas de faire le sevrage. Tout le monde ne choisit pas. Mais voilà, ça reste toujours aussi difficile d'arrêter de fumer. Il y a à peu près un peu moins de 20% des personnes qui ont vraiment arrêté au bout d'un an, ce qui est déjà bien, mais évidemment, on aimerait bien plus que ça. Alors, bonjour, je suis Pamela Zayem, je suis oncologue médicale à Gustave Roussy et je suis responsable du parcours poumon dans le programme Interception. Parfait, donc effectivement le parcours poumon dans le programme Interception, parce qu'Interception se décline en différents parcours, si je comprends bien. Donc en quoi consiste le programme poumon ?
Oui, alors du coup, en fait, Interception, c'est plusieurs parcours de situations à risque élevé de cancer. Donc, une de ces situations, c'est une situation à risque élevé de cancer du poumon. Donc, on sait bien, le cancer du poumon, c'est le deuxième cancer le plus fréquent en matière d'incidence chez les hommes et le troisième le plus fréquent chez les femmes en France, mais c'est le premier en matière de mortalité. Et au fait, le problème, c'est que à peu près 55% des cancers du poumon en France sont diagnostiqués à un stade 4, métastatique, ce qui fait que, au fait, la survie de ce cancer, malgré tous les traitements qu'on a, est très médiocre. Et donc, du coup, avec le dépistage du cancer du poumon, qu'on fait avec le scanner thoracique faible dose, donc qui est 5 fois moins irradiant qu'un scanner classique, sans injection polycontrast, on peut éviter un décès sur 5 par cancer du poumon, donc c'est très significatif. Et donc c'est très important en fait d'associer, de combiner ce dépistage à une stratégie de sevrage de tabac. Et donc du coup c'est là où on a le plus de gains en année de vie donc chez les personnes. Et donc le parcours poumon, il intéresse les personnes à risque élevé de cancer du poumon, donc ce sont les fumeurs, parce que 8 cancers du poumon sur 10 arrivent chez les fumeurs. Et donc du coup c'est des personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont fumé donc pendant longtemps, en gros plus de 20 ans de tabagisme, et donc qu'on invite à venir participer à la journée. Donc ils viennent, ils sont accueillis par notre infirmière et notre assistante médicale. Donc on leur pose, donc on revoit avec eux plusieurs choses, leur addiction, leur profil nutritionnel, leur profil d'activité physique. Ils sont vus par un médecin, on revoit en fait tous leurs antécédents médicaux, s'ils ont des problèmes respiratoires, le tabagisme. Ensuite, ils font leur scanner thoracique, ils reviennent, ils ont un atelier d'éducation au tabac, aux risques liés au tabac, c'est un atelier de groupe, donc très interactif. Après, ils voient le coach sportif, donc ils ont des conseils qui sont personnalisés, adaptés à leur situation, et on les revoit avec le résultat donc du scanner. Donc ils ont le résultat le même jour, avec les recommandations. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ce dépistage, quand est-ce qu'il faut faire le prochain scanner. Donc on revoit le sevrage tabagique, donc on prescrit les substituts nicotiniques, on les oriente en tabacologie, donc on prend leur rendez-vous, donc on a les adressages. Sur le scanner, on peut aussi détecter, on a ce qu'on appelle le score calcique, donc c'est le degré de calcification des artères du cœur. Et donc, du coup, pour les gens qui ont des scores calciques élevés, on les oriente chez les cardiologues. Les gens qui ont de l'emphysème, on les oriente chez les pneumologues. On propose les vaccins donc pour protéger. Et donc, et bien sûr, on fait le point sur les autres dépistages et sur la nutrition. Donc, ce qui fait que les gens partent avec un plan de prévention personnalisé, donc qui est remis immédiatement à la personne et qui est envoyé donc aussi à son médecin traitant. Donc c'est toujours en collaboration avec le médecin traitant. Et donc du coup après, on va assurer le suivi de ces personnes. Ça veut dire que pour le moment, comme on n'a pas de programme de dépistage organisé de cancer du poumon en France, les suivis se font à Gustave Roussy, donc les scanners se font ici. Et donc en fait, il y a après une consultation en visio, donc avec le patient. Et bien sûr, tout est communiqué au médecin traitant. Alors, ce qui est bien, c'est que fin d'année, on va bientôt avoir, donc là, le parcours poumon, c'est un parcours pilote pour le dépistage du cancer du poumon. Et donc, bientôt, on va avoir le pilote national qui s'appelle Impulsion, donc qui va être lancé donc fin d'année. Et donc, Interception fera partie des centres qui vont inclure dans le programme Impulsion. Super, donc finalement un parcours qui s'est développé et qui continue de se développer au niveau national, et on le note avec une incidence très importante, très significative, 1 sur 5. Ça prévient un décès sur 5. Et après, au fait, on a tout un programme de recherche qui est avec. Et donc, c'est tout ce qui est détection, biomarqueurs de prédiction de risque. Comment affiner la prédiction de risque, identifier les gens qui sont plus à risque, plutôt que d'aller dire juste ils ont plus de 50 ans, ils ont fumé tel nombre de cigarettes. Donc peut-être qu'on a de meilleurs moyens en fait pour identifier les gens à risque. Et deuxièmement, des marqueurs de détection précoce. Donc comment faire pour au fait essayer peut-être d'avoir un test sanguin avant de faire le scanner, qui permet de ne pas faire des scanners à tout le monde. Si on a des nodules, comment savoir si ce nodule est bénin, malin. Donc c'est tout un programme de recherche qui va en parallèle avec le programme clinique. Donc voilà, et ce qu'on voudrait
proposer après, ce qu'on appelle les études d'interception, c'est essayer de proposer des traitements préventifs. Donc, par exemple, si on a un risque élevé cardiovasculaire, on peut proposer de l'aspirine, des statines. Alors, pourquoi on fait pas ça pour le poumon, en plus de l'arrêt du tabac, donc qui est actuellement la seule stratégie qui fait baisser le risque de cancer du poumon. Donc, pourquoi on n'aurait pas d'autres trucs à proposer? Donc, c'est tout ça. Passionnant. Donc l'avenir nous dira encore plein de choses sur ça. Donc, pour terminer cet échange, on se projette un petit peu sur l'avenir. À quoi pourrait ressembler la médecine préventive dans 5, 10 ans, 15 ans, ou même plus loin encore, avec des programmes comme Interception qui pourraient généraliser, se développer sur d'autres parcours ou voilà, de façon générale? Oui, la médecine préventive, au-delà de l'oncologie, je pense que le modèle va aller au-delà et il y a beaucoup de choses qui ont été faites en cardio. On est assez bon en prévention en cardio. Évidemment, dans les maladies infectieuses, merci les vaccins. On ne meurt plus trop d'infections. Enfin, ça existe encore, malheureusement. Mais en cardiovasculaire, on a fait des progrès énormes. Là, on espère que le cancer va pouvoir faire les mêmes progrès assez rapidement maintenant qu'on a toute la biologie derrière, etc. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des gens pour qui on attend un diagnostic et qui sont dans une maladie chronique avec une situation de santé très altérée, on a des gens chez qui on a anticipé et on empêche l'arrivée de la maladie grâce à des interventions qui sont pas forcément lourdes. Enfin, en cardiovasculaire, on traite la tension, c'est pas trop lourd, ce genre de choses. En diabète, on a encore la problématique, on attend que le diabète survienne, il commence à y avoir des médicaments qui retardent le diabète. L'obésité, il commence à y avoir des traitements, etc. Donc là, le champ de la prévention du cancer, ça va vraiment augmenter. Mais pour moi, ce sera assez technologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas le cardiovasculaire, il n'y a pas une solution qui va aller pour des milliers de gens. En fait, en cancéro, la prévention, elle va être assez spécifique de la situation. Sans doute des vaccins, peut-être des traitements, et puis le mode de vie, là, il impacte beaucoup. Et donc pour moi, dans les années qui viennent, on saura mieux identifier qu'est-ce qui chez quelqu'un est plus ou moins dangereux, donc est-ce qu'il faut éviter ou pas, est-ce qu'il faut faire un vaccin ou pas, etc. Mieux détecter tôt, parce qu'il y a plein de tests qui arrivent de détection précoce, prise de sang, analyse de salive, etc. Il y a plein de recherches là-dessus. Et si on détecte une situation de risque, on saura faire en sorte d'arrêter le cancer. Pas peut-être tout de suite pour tous les cancers, mais je pense dans les 10 ans qui viennent, on va s'approcher de quelque chose même. Donc une médecine finalement qui prévient plus. Assez technologique. Et l'idée, c'est vraiment d'empêcher. On peut pas continuer à laisser les cancers arriver et les traiter. C'est très bien, mais ce modèle, le paradigme doit complètement changer. On est vraiment encore dans une médecine extrêmement thérapeutique en oncologie. Et malheureusement, la médecine thérapeutique, elle permet pas des progrès suffisants. Il y a énormément de progrès, mais quand les gens sont malades, c'est lourd. Il y a beaucoup de gens qui meurent encore du cancer. Il faut changer de paradigme, vraiment. Merci pour ensemble. Oui, ensemble, toujours. Merci pour cet échange, merci pour toutes ces informations, merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Merci, et puis, c'est un plaisir. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.